Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là, plein d'énergie et nous n'avons aucun doute quant à la qualité des échanges que nous allons mener. Je suis très enchantée de vous accueillir pour ce troisième webinaire sur le thème intelligence artificielle au-delà de l'apprentissage automatique. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ça va faire quand même 3 séances euh, que je modère. Je suis Marianne Balogun, donc votre modératrice tout au long de cette session. À tous les participants, je vous exprime notre gratitude pour avoir pris le temps de vous joindre à nous et c'est avec joie que nous nous retrouvons ici pour explorer ensemble la recherche en situation d'adversité en intelligence artificielle. Bon, comme vous le savez, sans doute, ce webinaire organisé par la FRIA sous la coupole de son programme Aware Africa. Donc, la FRIA vise à promouvoir une intelligence artificielle responsable et efficiente en Afrique. Et nous nous engageons à façonner un avenir durable en développant en fait une expertise approfondie dans l'audit, l'évaluation des impacts, l'éthique et la responsabilité des systèmes d'IA. Le programme Aware Africa aspire à susciter une prise de conscience significative autour des avancées technologiques dans le domaine de l'IA. Donc, c'est tout à fait naturel pour nous d'attirer votre attention sur les développements et les techniques de l'IA au-delà de l'apprentissage automatique, qui est sans doute la technique la mieux connue du grand public. Cette session promet d'être riche en informations captivantes. Je suis sûre que vous ne voudriez rien rater. Pour cela, euh, je vais suggérer quelques consignes afin de rendre nos échanges agréables. Donc, vous pouvez avoir votre café ou votre bouteille d'eau, du jus à côté, vous éloigner des bruits, en particulier lorsque vous avez la parole, que votre micro est ouvert. Et également, nous mettons un point d'honneur à votre participation active par vos différentes réactions ainsi que vos, vos questions tout au long du webinaire. Cette dernière partie nous tient particulièrement à cœur parce que bon, c'est ça qui va ajouter une valeur inestimable à ce webinaire. Nous ne voudrions pas assister à un monologue. Notre préoccupation est que vous vous sentiez vraiment à l'aise et impliqué tout au long de la session. Notre agenda, de façon résumée, va tourner autour de quelques points. Bon, là, actuellement, je suis en train d'introduire. Donc, d'ici 10h10, j'aurai déjà fini et nous allons passer à la présentation principale. Donc, on va donner la parole à notre orateur et ensuite, on pourra discuter avec lui. Donc, ce serait de 10h10 à 11h15 par là. Ensuite, je vais partager quelques informations sur des activités qui pourraient vous intéresser quant à la FRIA. Et nous allons conclure sans oublier de prendre, comme à l'accoutumée, notre photo de famille. Donc, à ce niveau, je vais vous prier d'activer vos caméras. Alors, ce webinaire, comme je le disais tantôt, est le troisième épisode d'une série de webinaires pour découvrir les autres domaines en dehors de l'apprentissage automatique. Les deux précédents portaient sur la programmation par contrainte, la recherche locale et les méta-heuristiques. Pour cet épisode en particulier, nous allons parler de la recherche en situation d'adversité en IA, ainsi que ses implications éthiques. Donc, la recherche en situation d'adversité en IA est une branche qui se concentre sur le développement d'algorithmes capables de prendre des décisions dans des environnements où des acteurs sont dans une situation de concurrence ou d'adversité. Et donc, les acteurs vont chercher à maximiser
leur propre gain aux dépens des autres. Donc, pour les passionnés de jeu, je suis sûre que vous allez kiffer. Et c'est une branche qui offre plusieurs applications au-delà des jeux de stratégie. Nous avons aussi des applications dans la cybersécurité, euh, par exemple. Donc, afin de pouvoir découvrir ou même approfondir nos connaissances pour certains d'entre nous ce matin, nous sommes allés vous dégoûter une pépite du domaine de l'IA en la personne du docteur John Aoga, que personnellement, je vois comme un orateur hors pair. Vous allez en juger vous-même tout à l'heure. Et c'est lui qui va nous mener dans cette découverte-là, au plus de compréhension quant à la recherche en situation d'adversité. Pour le présenter, je vais dire qu'il est chercheur et enseignant en intelligence artificielle et co-fondateur du groupe MyFi. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur, de master de recherche et d'un doctorat en intelligence artificielle. Quand il aura la parole tout à l'heure, il pourra se présenter beaucoup plus amplement. Donc, il va nous parler principalement des algorithmes classiques comme le minimas, l'alpha, bêta, de même que les enjeux éthiques associés à la recherche en situation d'adversité en IA. Docteur Aoga, nous sommes suspendus à vos lèvres. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, Vous avez la parfait. parole. Oui. Ok, merci beaucoup. J'imagine que vous ne me voyez pas, non? Non? Non plus. Ok, d'accord. Déjà, je partage mon écran. Normalement, au moins, vous voyez l'écran. Oui, Oui. j'espère. Oui, on Ok, voit l'écran. parfait. Parfait. Donc, hop, hop, on va y aller. Donc, d'entrée de jeu, merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que vous m'entendez très bien. Euh, Oui, Merci cinq à soucis. Freya pour tout ce que, je ne sais pas si on va dire elle ou il fait, pour justement tout ce qui touche à l'IA de façon générale, mais aussi à la promotion à la prise de conscience justement de l'impact de l'IA sur nous, ce qu'on peut gagner dedans, mais ce sur quoi il faut se méfier aussi. Donc, moi, je m'appelle John Aouga. Je pense que Marianne m'a suffisamment présenté. Donc, je vais tout simplement skipper ce slide qui parle de moi. Je peux juste vous dire que je m'intéresse énormément à tout ce qui est application d'IA pour l'Afrique, en Afrique, et faire la promotion de cela à travers justement l'éducation. OK. Je suis spécialisé, je suis algorithmicien et optimisateur de base, si on veut. Je suis spécialisé en IA et en sciences de données en particulier. Vous pouvez trouver presque toutes les informations sur moi sur mon site personnel, juste là. OK? Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va y aller. Donc, on va vraiment parler aujourd'hui de recherche en situation d'adversité. Donc, une manière pour nous quand même d'aller un peu au-delà de ce qu'on sait déjà en termes d'IA qui sont les plus connus, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, le deep learning. Pas parce que ceux-ci ne sont pas très importants, mais parce qu'il y a aussi d'autres domaines de l'IA euh, qui ne se voient pas, mais qui sont quand même très puissants et qui sont très utilisés aussi en industrie. D'où justement tout l'intérêt de cette présentation. J'espère que vous m'entendez très bien jusque-là. Oui, Oui, ça parfait. suit bien. OK. Donc, en introduction, je vais quand même revenir sur l'IA, même si je sais que de façon générale, soit les gens sont déjà habitués à ces slides parce que je les remets à chaque fois, soit ils savent juste ce que c'est. Mais bon, je préfère quand même toujours au début remettre quand même un peu le contexte puisqu'il y a des millions de définitions qu'on puisse avoir.
Et l'idée est quand même de s'incarner sur quelque chose pour pouvoir bâtir tout le reste du contenu sur ça. Donc aujourd'hui, il faut voir une IA comme étant un programme, une machine comme un objet. Dans les années 2010, jusque dans les années 2010, on voyait encore l'IA comme étant par exemple juste des robots et tout ça. Mais de plus en plus, cela change parce qu'au moins aujourd'hui, vous savez que ChatGPT que vous avez sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs sont tout aussi bien des IA, tout comme aussi vos téléphones en réalité quand ils sont smart. Donc, un programme, une machine ou un objet, OK, capable de faire trois choses, capable de simuler le raisonnement. Donc, si vous avez votre programme ou votre machine qui est capable de simuler un certain raisonnement, comme ChatGPT le ferait avec vous, hein, euh, donc qui a une certaine compréhension de ce que vous lui dites ou de ce que vous lui demandez et tout ça. Donc, ça veut dire qu'on est déjà en train d'avoir quelque chose d'intelligent. Alors, il faut préciser ici tout de suite que cela ne veut pas dire que c'est systématiquement humain. Le raisonnement aujourd'hui, la logique n'est pas forcément l'apanage de l'humain seulement. Ensuite, capable de résoudre des problèmes, ça veut dire que, il a la possibilité de trouver des solutions viables, faisables. OK? Et dernier point, capable de s'adapter dans son environnement. Donc, peut comprendre l'environnement et peut vivre dans cet environnement-là. On donnera des exemples pour vous étayer, mais vous pouvez déjà voir pas mal d'exemples autour de vous qui prouvent en fait ces trois éléments-là. Donc, on retient donc que quand on parle d'IA, pour nous ici, on va beaucoup plus être dans la logique de ça peut être un programme, une machine, un objet qui est capable de rapper, quoi, si vous voulez. Donc, de raisonner, de s'adapter et de résoudre des problèmes. OK? Alors, donc, quand on parle d'IA, en fait, on parle essentiellement, par exemple, d'agents intelligents. Et si on parle d'agent intelligent, il y a des éléments qui sont importants à savoir. Donc, un agent intelligent, en vrai, est un peu modélisé comme un être humain, hein, jusque on ne le voit pas, mais en réalité, c'est modélisé comme un être humain. Donc, si on prend un agent, la première chose qui est quand même la plus fondamentale pour cet agent, c'est en fait ce que je vais appeler euh, son environnement. OK? Donc, si vous avez un agent intelligent, la première chose qui est importante à savoir, c'est quel est l'environnement dans lequel cet agent se développe. Et en fonction de cet environnement, évidemment, première chose, il a envie de connaître cet environnement-là, d'appréhender cet environnement. Et pour appréhender cet environnement, l'agent intelligent est doté de capteurs, exactement comme les êtres humains avec leurs cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, c'est exactement de la même manière qu'il faut doter en fait l'IA des capacités pour qu'il puisse reconnaître les choses dans son environnement. Dans le simple cas, par exemple, d'un programme, évidemment, cela peut se réduire à lui fournir des inputs, tout simplement. Mais de façon générale, il faut voir ça comme ça. Il faut voir ça comme le fait que, il lui faut des éléments quand même pour qu'il puisse appréhender son environnement. Ensuite, quand il a fini d'appréhender son environnement, évidemment que l'agent n'est pas juste là pour voir l'environnement. Il peut voir l'environnement. S'il voit juste l'environnement, il ne fait rien, ben, il n'est justement probablement pas un agent intelligent. Mais donc, il faut qu'il puisse agir maintenant sur cet environnement-là. Et pour ça, il lui faut des actionneurs ou encore des effecteurs, OK, que vous pouvez voir là. Et exactement comme un être humain, les effecteurs, c'est comme par exemple nos bras, nos pieds, euh, tout ce que nous avons sur notre corps qui nous permet d'effectuer des actions sont des effecteurs. Alors, encore une fois, pour un programme, par exemple, il ne s'agira pas forcément de voir cela comme étant des mains réelles ou des pieds réels. Évidemment, ça peut être par exemple des fonctions qui permettent d'effectuer des actions. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, on parle d'intelligence artificielle dans son ensemble. Maintenant, quand on parle d'agent intelligent, donc il faut clairement voir ces trois éléments-là. Les capteurs qui permettent à l'agent de... Il y a d'abord l'environnement, justement. Ensuite, les capteurs qui permettent au capteur de voir cet environnement-là. Et enfin, les effecteurs ou les actionnaires qui permettent justement à l'agent d'effectuer des actions dans cet environnement qui est devant lui.
Alors, quelque chose qu'il faut savoir ici, c'est que toutes les actions qu'effectue un agent sont rationnelles. Être rationnel veut dire, il essaye de trouver, par exemple, le meilleur chemin pour aller d'un endroit à un autre. Il essaie d'être optimal dans ce qu'il fait, mais surtout, il n'est pas clairvoyant. Clairvoyant veut dire qu'il ne connaît pas le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends le cas d'un vacuum, d'un aspirateur intelligent, OK, qui est chargé en fait de nettoyer en fait cette chambre-là. Si nous plaçons le, l'aspirateur en fait dans cette première case, en réalité, il ne sait pas par exemple qu'ici il y a un mur. Il ne sait pas actuellement qu'ici il y a un mur. Il ne sait pas forcément qu'ici il y a un mur. Ça dépend de la vision qu'on lui donne. Mais en fonction de cette vision-là, il doit en fait explorer l'environnement qu'il a devant lui pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans son environnement. Donc, il va découvrir au fur et à mesure l'environnement. Il n'est pas clairvoyant, donc il ne peut pas voir tout l'environnement. C'est vrai qu'on peut doter de caméras puissantes pour pouvoir, disons, visualiser tout, mais il faut savoir que euh, tout ça veut dire dans un environnement évidemment limité, mais on peut avoir un environnement totalement illimité, comme quand on envoie le robot Persévérance sur Mars. Sur Mars, qui est d'ailleurs un environnement que même nous-mêmes ne connaissons pas, justement. On l'envoie pour découvrir cet environnement-là. Donc, ça va être progressif. Donc, dans ce cas, par exemple, ici, on peut doter cette vacuum de la capacité d'aller, par exemple, vers la gauche ou vers le bas. OK? Donc, vers le bas, ça veut dire qu'il va venir là. Et ensuite, ça veut dire qu'il connaît ces deux cases-là. Ensuite, il peut évoluer, découvrir celui-là, et ainsi de suite. Donc, vous vous rendez compte que les IA, donc de façon générale, ou bien les agents, ont besoin donc de faire de la recherche. Ils ont besoin d'explorer. Donc, le mot qu'il faut retenir ici, donc, premièrement, définition d'IA, deuxièmement, tous les composants qui sont importants, environnement, actionnaire et effecteur, environnement, capteur et effecteur, mais il faut aussi savoir qu'il a besoin d'explorer. Donc, la troisième chose, c'est ça, c'est que il faut qu'il puisse explorer son environnement pour pouvoir, évidemment, le découvrir. Donc, maintenant, si on est dans cette exploration et que je ramène, par exemple, un deuxième euh, aspirateur dans le jeu qui doit aussi donc être évidemment rationnel, non clairvoyant. Donc lui aussi doit explorer, lui aussi doit essayer de faire le maximum possible, optimal. Ça veut dire que je suis en train de mettre en opposition ces deux IA-là. En les mettant en opposition, je crée donc ce qu'on appelle des situations d'adversité. Donc voilà un premier exemple de situations d'adversité. Donc, de retenir que les IA ne sont pas, ils sont rationnels, donc elles sont rationnelles. Cela veut dire qu'elles ne peuvent pas tout connaître. Elles vont faire les meilleures actions qui sont possibles qu'il est possible de faire à chaque étape, mais elles ne connaissent pas tout. Elles doivent découvrir progressivement. Maintenant, si dans cette découverte, par exemple, on met une autre IA en jeu, c'est qu'on se retrouve rapidement dans un contexte d'adversité. Et c'est vraiment ce dont on veut parler ici. On ne veut pas parler de toutes les formes d'exploration, de toutes les formes de trucs, mais on veut vraiment se concentrer sur l'adversité. Mais quand même, ce serait bien de faire un petit tour sur tout ce qu'on a comme recherche en IA. Donc, on ne va pas évidemment parler de tout ici, mais je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple de recherche qu'on a, c'est ce qu'on appelle les recherches non informées. Et dans ce genre de recherche, ça veut dire qu'on explore tout, on fait du brute force, ça veut dire qu'on parcourt tout. On n'a aucune connaissance de notre problème de base. Il faut forcément tout parcourir, aller un à un, d'un endroit à un autre, jusqu'à trouver, arriver au bout. Cela est utile dans beaucoup de cas. Par exemple, j'ai parlé du cas de l'aspirateur tout à l'heure. Oui, l'aspirateur doit explorer vraiment tout l'espace disponible à nettoyer. Et il doit pouvoir nettoyer tout cet espace-là. OK? Et donc, les algorithmes les plus connus, justement, pour pouvoir faire de l'exploration juste non informée, il y a le DFS et le BFS. J'espère que vous savez ce que c'est. Je n'ai pas vraiment prévu détailler ça, mais bon, on parlera un peu de DFS au cours du truc. Donc,
Et un autre exemple d'utilisation, par exemple, des recherches non informées, c'est par exemple résoudre un, euh, comment on les appelle ce truc? On résout un labyrinthe, OK? Alors, évidemment, vous pouvez déjà deviner la deuxième catégorie de recherche qui existe, c'est les recherches informées. Donc, on veut utiliser des connaissances du problème qui existe pour pouvoir aider à résoudre ce problème-là. Et donc, dans cette logique-là, on va prendre le problème de base, on va essayer de rajouter des informations spécifiques du problème pour arriver à résoudre le problème. OK? En utilisant par exemple des heuristiques. Ok, j'imagine que vous avez déjà entendu parler des heuristiques. Au moins, par exemple, si vous avez, j'ai cru entendre tout à l'heure qu'il y a déjà eu, par exemple, la séance sur le local search. Donc, probablement que vous avez déjà entendu parler d'heuristiques. Donc, c'est des fonctions que vous allez écrire mathématiquement, plus ou moins, qui vont essayer maintenant de vous approcher le plus possible de la solution. Et plus vous avez une bonne heuristique, plus vite et plus efficacement vous allez trouver votre solution. Des exemples d'algorithmes très connus dans le domaine de recherche informée, il y a ASTA par exemple, il y a aussi le hill climbing. OK? C'est des recherches qui sont très utilisées, par exemple, dans tout ce qui est recherche de voies, navigation, et ainsi de suite. Donc, par exemple, si vous avez une IA qui doit naviguer d'un point à un autre, aller trouver un objectif très rapidement, c'est mieux d'implémenter une recherche informée plutôt que d'implémenter une recherche non informée où il va parcourir tout le truc alors que ce qu'il cherche se trouve juste à un point spécifique. Et puis, vous avez la troisième catégorie ici de recherche qu'on appelle la recherche locale, dont vous savez déjà probablement, si vous suivez les webinaires depuis le début, vous savez probablement ce que c'est. Donc, l'idée dans le local search, c'est d'itérativement, en fait, découvrir la solution en se rapprochant le plus d'elle. Ça veut dire que je trouve une première solution, j'évalue mon heuristique sur cette solution-là et j'essaie de trouver une deuxième solution qui est meilleure que la première. Et quand je trouve celle-là, je me retrouve à ce niveau-là, je la considère comme ma nouvelle solution et j'explore à nouveau. Donc, vous voyez, je viens d'utiliser encore le mot. J'explore à nouveau un peu pour trouver une prochaine qui serait meilleure à celle-là et j'évolue comme ça jusqu'à trouver le résultat qui m'intéresse. L'un des algorithmes phares du local search, c'est par exemple le taboo search, mais il y en a plein d'autres, hein. Donc, je ne vous donne qu'un exemple ici, mais il y en a plein d'autres. L'un des problèmes sur lesquels le local search marche bien, pas mal, c'est par exemple le problème du marchand, euh, qui en fait, historiquement, en fait, c'était un type qui devait parcourir plusieurs villes et il n'avait pas envie de visiter la même ville deux fois. Donc, il voulait vraiment parcourir toutes les villes sans jamais visiter la même ville deux fois. Donc, c'est un peu ça, hein, ce qui est montré sur la carte ici. Il veut vraiment parcourir toutes les villes ici, comme ça, sans jamais parcourir la même ville deux fois. Donc, c'est un problème assez complexe, hein. C'est dit comme ça, mais c'est assez complexe. Mais vous pouvez quand même utiliser la recherche locale pour essayer d'obtenir une solution viable avec une bonne heuristique. Et finalement, bon, il y a plein d'autres cas de recherche, hein, que je n'ai pas mentionné ici, juste quelques-unes pour vous donner une idée. Donc, par exemple, la recherche en situation d'adversité, dont on va un peu débattre ici. Donc là, dans ce cas, ça veut dire que on a des IA pour compétir les unes avec les autres, histoire de soit apporter la solution d'un côté. Ça, c'est dans le cas des jeux, par exemple, de la théorie des jeux, où on veut un gagnant et un perdant. Ou encore, dans beaucoup d'autres cas, la cybersécurité et autres, où on peut utiliser un adversaire intelligent, par exemple, pour pouvoir attaquer un système. Ou tout simplement, par exemple, en software engineering, où on peut utiliser une IA intelligente en adversité pour pouvoir, par exemple, tester la robustesse d'un logiciel, la robustesse du réseau, et ainsi de suite. OK? Donc, un peu d'histoire.
un peu d'histoire. Quand on regarde un peu l'évolution de l'IA depuis les années 50 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on va dire que Alan Turing a quand même ce mérite-là de nous introduire dans tout ce que nous avons aujourd'hui comme IA, dans la manière de penser et de pouvoir transférer justement cette manière-là à, à l'ordinateur. OK? Donc, l'évolution au départ était quand même assez relaxe, hein. Les premiers chatbots sont venus en 1964. Ce n'est pas ChatGPT, hein, les premiers chatbots qui existent. On faisait déjà des bots bien avant l'arrivée de ChatGPT, jusque ils n'étaient pas forcément très puissants. Et en fait, en 97, il y a eu le premier grand coup qui a été porté en fait pour montrer que donc jusque-là, les gens se disaient que l'IA, bon, les gens en parlent. Je ne suis même pas sûr que ça portait déjà ce nom en ce moment. Donc les gens en parlent, mais bon, c'était pas vraiment truc. Jusqu'en 1997 où Deep Blue, qui est un, disons, une IA conçue, on va l'appeler comme ça maintenant, pour jouer aux échecs, qui a réussi à battre le champion incontesté de l'échec du moment, Kasparov, justement. Donc, ça a été la première preuve, en fait, que les machines sont peut-être capables de faire plus que nous, les humains. OK? Donc, après ça, il y a eu pas mal d'évolutions, le premier robot, et tout ça, avec tout ce qu'il fait avec. Il y a eu l'arrivée de Siri, qui était le premier niveau de développement de NLP, même si, de Natural Language Processing, même si le grand coup des NLP n'est venu que plus tard avec l'arrivée des Transformers et ChatGPT et les GPT. Et donc, en 2017, on a eu un deuxième grand coup où on a montré que en utilisant du deep, des approches de deep learning et d'autres types d'apprentissage, on peut quand même réussir euh, sans vraiment faire du deep hein, en ce moment. Hein. Ça a été vraiment un Monte Carlo Research avec tout ce qui va avec pour réussir quand même à battre, cette fois-ci au jeu de Go. Donc, réussir à battre au jeu de Go le meilleur joueur de Go qui avait en ce moment-là, qui s'appelle Kiji, justement. Donc, ça a été deux preuves assez fondamentales qui ont quand même permis aux gens de se rendre compte que, tiens, il y a un potentiel énorme dans l'IA et on a intérêt vraiment à aller dans ce sens-là. Pour ce qui nous intéresse, nous, justement, en termes d'adversité, de recherche en situation d'adversité, donc il y a donc Deep Blue ou Kasparov, avec Kasparov, donc le joueur d'échecs, et il y a AlphaGo pour l'IA. Il y a d'autres, mais en fait, ça a été vraiment deux éléments importants qui s'inscrivent directement en fait dans l'évolution de l'IA. Deux éléments qui ont vraiment contribué à ce que l'IA soit aussi aujourd'hui ce qu'elle est. Donc, pour dire que on ne parle pas beaucoup de recherche en situation d'adversité, mais qu'elle a joué quand même un grand rôle dans l'évolution de l'IA telle que nous le voyons aujourd'hui. Donc là, sur la photo, vous voyez ici, c'est Kasparov en 97 quand il s'est fait mater par euh, Deep Blue. Et à droite, vous avez qui s'est fait mater par l'IA en 2017. Et donc, en fait, pour la petite histoire, pour qui dit, c'est que le jeu de Go, c'est un jeu où il faut capturer les pions de l'adversaire. Donc, les pions, par exemple, si tu es le blanc, tu captures les pions noirs. Si tu es le noir, tu captures les pions blancs. Et pour réussir à faire ça, il faut réussir à encercler l'autre joueur. OK? Donc, pendant tout un temps où qui dit joueur, il gagnait des pions, l'IA lui faisait gagner des pions et il pensait que, ah là, clairement, il va démontrer que l'IA n'est rien. Mais en fait, l'IA lui préparait un coup qu'il n'oubliera jamais. C'est que l'IA lui a fait le coup de telle sorte qu'à la fin, en une prise presque, l'IA avait presque réussi à choper tous les pions qu'il y avait sur la plateforme. Donc, pour ce qui nous concerne, comme je disais, donc 2017,
On a AlphaGo pour la suite, puis après, on a toute l'évolution. On a par exemple AlphaStar qui est arrivé après, puis à partir de 2020, on a eu tout ce que nous connaissons maintenant, ChatGPT 3, AlphaFold quand même. On a eu après ChatGPT lui-même en 2022. En 2023, on a Gemini, Bard, GPT-4 qui sont arrivés. Et là, on est dans l'expectation de la suite. Maintenant, donc évidemment, derrière tous ces algorithmes, comme vous pouvez déjà savoir, c'est qu'il y a évidemment de la recherche. Et juste pour vous montrer un peu toute la complexité de ce que l'IA a pu faire, c'est que dans le cas, par exemple, de l'échec, l'espace de recherche à explorer, comme par exemple pour le vacuum, pour l'aspirateur, c'était l'espace, c'était ça, mais la maison, l'environnement à explorer et tout ça. Dans l'univers des possibles, aux échecs, c'est 10 puissance 120, OK? 10 puissance 120. Si vous voulez, ici, j'ai mis à l'écran sur mon large écran là, j'ai mis 10 puissance 40 et vous voyez comment ça occupe tout l'écran. Donc, imaginez si je dois écrire 10 puissance 120 à l'écran, bon, vous pouvez imaginer ce que ça va être. C'est même illisible. Je ne sais pas comment on peut lire un nombre comme ça. Et pourtant, l'IA a réussi à sortir des résultats avec ça, à explorer cet espace de recherche-là de façon efficace et à pouvoir battre l'autre derrière. Et avant de parler de persévérance, il y a aussi le Go. Lui, c'est plutôt 10 puissance 170. Vous voyez, c'est encore plus difficile que l'échec en termes d'espace à explorer. OK? Mais l'IA n'a pas le choix. Il doit faire de l'exploration. Donc, ça veut dire que la question, c'est toujours comment je fais pour explorer efficacement l'espace que j'ai devant moi, sachant que cet espace est très grand. Et vous pouvez déjà vous rendre compte que faire, par exemple, une approche non informée, c'est impossible. Faire une approche informée avec une heuristique qui est incapable de couper convenablement, c'est impossible aussi parce que, évidemment, on va passer des années-lumière et on ne va pas arriver au résultat. Alors que, par exemple, dans le jeu d'échecs, par exemple, il y a des contraintes comme le temps, OK, qui jouent. Donc, en situation d'adversité, on peut aussi avoir des situations où c'est l'environnement même qui représente l'adversité du robot. Donc, dans le cas ici, par exemple, vous avez Persévérance que je présente ici, qui est le robot qui est envoyé sur Mars, le dernier envoyé, je pense, sur Mars, pour explorer Mars, qui est un environnement totalement inconnu pour nous, totalement inconnu. Et il faut aller à la rencontre de cet environnement-là, le comprendre et envoyer des informations suffisantes pour qu'on puisse donc, vous pouvez voir, ça, c'est une évolution notable, évidemment, des IA aujourd'hui capables de faire de la recherche dans un environnement totalement inconnu ou totalement aléatoire ou stochastique, comme le montrerait, par exemple, ici, le cas, par exemple, des voitures automatiques où là, l'idée, c'est qu'on a une voiture autonome, plutôt pas automatique, qui peut s'autoconduire toute seule, éviter les obstacles, savoir quand s'arrêter, tenir compte des feux, tenir compte des voitures à gauche, à droite, tout ça. Donc, dans cette situation, même les voitures autour représentent de l'adversité pour cette IA-là qui doit quand même aller d'un point A à un point B. Donc voilà autant de situations d'adversité qu'on a. On a parlé des IA, on a dit que, elles nous permettent de rapper, OK? Euh, Ensuite, on a parlé des IA en termes d'agents intelligents, donc qui ont besoin de connaître l'environnement. Mais à partir du moment où ils sont rationnels, ça veut dire, où elles sont rationnelles, ça veut dire que il faut explorer cet environnement-là, donc faire de la recherche. On a compris que les IA, en tout cas à l'heure actuelle, sont capables d'explorer des environnements très grands, très très grands. Ça veut dire qu'ils implémentent des méthodes très très efficaces pour le faire, des environnements même totalement inconnus comme Persévérance. Donc ça, c'est vraiment pour vous faire rêver. Maintenant, on va retomber un peu dans les bases, reparler un peu des bases en termes de recherche en situation d'adversité. Si vous-même maintenant,
Vous voulez faire de la recherche en situation d'adversité, où est-ce que vous pouvez commencer? C'est de ça qu'on va un peu parler maintenant. Et donc, pour ça, on va un peu on va commencer à parler du tic-tac-toe. Donc, le tic-tac-toe, qui est un jeu euh, que je vais dire, on peut donner comme exemple de base en situation d'adversité. OK? Donc, ce jeu est un jeu, j'imagine que vous connaissez, où on a 9 cases comme ça. Et dans les 9 cases là, il faut placer des croix ou des ronds. Donc là, lui, il a placé une croix. Lui, il a placé une croix. Moi, je dois placer mon rond. Donc, je place mon rond ici. Il a placé une autre croix. Donc, l'idée est de s'arranger pour que l'autre n'aligne pas trois de ces éléments. Donc, ni moi, je n'aligne mes croix, je n'aligne mes ronds, ni lui aligner ses croix. OK? Donc, moi, je vais me mettre là. Lui, il est obligé de se mettre ici pour justement m'empêcher de ne pas avoir un alignement correct. Et moi, je vais me mettre ici pour l'empêcher d'avoir ça. Lui se met là. Bon, moi, je vais me mettre ici. OK? Et là, ça aboutit à un, à, à un match nul. OK? Si je relance, ça va être pareil. Ça va être pareil. Ça va être pareil. Alors, mais le jeu de tic-tac-toe est un jeu facile. Un jeu très facile. OK? Mais en fait, il y a un trick. Le trick, c'est que si moi je veux jouer et je place mon pignon en deuxième position, autre que ici, au milieu, c'est que je suis sûr de perdre. Bon, là, il a gagné, mais non. Alors, je pense que je suis sûr de perdre si je ne place pas mon pignon au prime abord au milieu. Donc, ça, c'est le trick. Ça veut dire que, par exemple, si vous construisez une IA qui doit reproduire le tic-tac-toe, ici, par exemple, l'IA, hein, c'est une IA qui a été implémentée juste là. On va parler de ça, de cet algorithme-là. Mais bon, je vous fais jouer déjà au moins pour que vous voyez un peu comment ça marche. Donc ça veut dire que si vous implémentez une IA et que vous commencez par exemple à jouer, si au prochain coup, votre IA ne met pas son point au milieu, vous savez d'office qu'il n'a pas compris votre jeu. Donc c'est pour ça que c'est un exemple assez pédagogique qui est souvent utilisé, c'est parce que c'est un jeu facile et on peut facilement deviner les tricks à apprendre à l'IA pour qu'il puisse maîtriser ce qu'il doit faire. OK? Donc ici, on va essayer, on va commencer maintenant à réfléchir à comment on peut faire si on aimerait utiliser une IA pour pouvoir résoudre des problèmes. OK? Donc moi, je suis le joueur, OK, à quoi et j'aimerais décider de la prochaine action que je vais effectuer si je me retrouve dans cet état-là. Donc, on a déjà joué, on se retrouve dans cet état. C'est mon tour de jouer, je suis la croix. Et il faut que je décide du prochain mouvement que je dois faire. Vous êtes humain et vous voyez tout de suite qu'il faut que moi, je mette mon truc ici pour gagner. OK? Mais en fait, imaginez que l'IA ne sait pas ça. Lui, il ne voit pas. Donc, c'est vrai, on va lui doter d'un certain nombre de capteurs pour pouvoir essayer de voir son environnement. Donc, ici, son environnement, c'est le board du tic-tac-toe. Mais il ne voit pas. Donc, il faut qu'il puisse faire un certain nombre d'explorations. Il faut qu'on ait des astuces pour lui permettre justement d'avoir les bons éléments de décision. OK? Donc, d'ici, de ma position, moi, en étant quoi? En étant une IA, je peux mettre la croix ici, la croix là, la croix là. OK? Donc, qu'est-ce qui serait le meilleur mouvement pour moi? Mettre là, mettre là, mettre là ou pas? Donc, en fait, cela nous amène à faire de l'exploration. Donc, on a trois possibilités d'exploration. Soit on peut mettre notre pion ici, soit on peut mettre notre pion là, soit on peut mettre notre pion. On est en train de réfléchir, hein. En tant qu'IA, on n'est pas en train de vraiment jouer, mais on est en train de réfléchir. On voit qu'il nous reste trois possibilités qu'on peut explorer. Donc, on va essayer d'explorer ces trois possibilités-là. Et dire, OK, bon, si c'est ici, je mets là ou là. OK? Maintenant, je me dis, bon, et si j'étais là, qu'est-ce que je ferais?
Ça veut dire que j'ai deux possibilités. Soit je vais là, soit je vais là. OK? Donc, j'explore encore. Donc, soit je vais là, soit je vais là. Ou, dans ce cas, c'est fini, hein. Maintenant, si c'est ici, soit je vais là, soit je vais là. OK. Maintenant, donc, si moi je vais là, ça veut dire que lui, il va aller là, il va aller là. Ou si je me mets là, lui va aller là, ou il va aller là. OK. Donc là, j'ai exploré toutes les possibilités. Évidemment, dans ce cas ici, il reste une possibilité où moi je vais mettre là, mais bon, où je peux mettre là, là, je peux mettre là après, et là, je peux mettre là après. Donc, pour pouvoir réussir à donner l'information nécessaire à mon gars qui est ici pour prendre sa décision, il faudrait que je lui rapporte des informations de mon exploration pour que lui puisse décider de que faire. OK? Et donc, pour faire ça, on va utiliser le principe. Donc, ce jeu-là, le tic-tac-toe, est un jeu qu'on appelle Zero Sum Game. Ça veut dire que c'est des jeux à somme nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple pour vous montrer, c'est que par exemple, si X gagne, je suppose que X aura un plus un. Si O gagne, ça veut dire que O aura moins un. C'est toujours gagné, hein, mais bon, c'est l'autre qui a gagné, quoi. Et si on fait un match nul, ça veut dire que nous deux, on a zéro. Si vous faites la somme, vous allez toujours trouver zéro. Donc, si vous avez des jeux où la somme donne zéro, vous êtes face à un jeu qu'on appelle un jeu à somme nulle. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en explorant, on va essayer de déterminer les moments où on a perdu et les moments où on a gagné. Donc, dans notre cas ici, donc ici, on a perdu. Si on met notre point ici, c'est que O après va mettre son point là. Donc, on a perdu. Si on met notre point ici, si O ne met pas son point là et que O mettait son point ici, c'est que la prochaine fois, nous, on mettra notre point ici. Donc, on a gagné. Dans ce cas, si on met notre point ici, c'est qu'on a gagné. Dans ce cas ici, si on met notre point ici, c'est qu'après, O pourra mettre son point là. Et nous, après, on mettra notre point ici. Donc, on a gagné. Ou bien, O pourra mettre son point ici. Et dans ce cas, il aurait gagné. Et donc, nous, on aurait perdu. Donc, dans ce cas, on a moins un. Dans ce cas, on a plus un. Dans ce cas, on a plus un. Dans ce cas, on a moins un. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer, évidemment, comme vous pouvez le voir, que si on part de là à là, ça veut dire que c'est nous qui jouons. Nous voulons maximiser notre chance de gagner. Et si on part de là à là, c'est que c'est O qui veut jouer. Et donc, O veut maximiser sa chance à lui de gagner. Donc, il va minimiser notre chance à nous de gagner. Donc, pour partir d'ici à là, on va appliquer le minimum. Donc, on va prendre le minimum des cas. Ça veut dire que si O était ici et devait réfléchir, évidemment, il va jouer ici pour nous permettre à nous de perdre. Donc, il aura un moins 1 ici. Dans ce cas ici, si plutôt on est là, pareil, O voudrait que nous nous perdons, donc il va évidemment jouer l'action qui nous permet à nous de perdre, donc il va jouer là. Donc on se retrouve ici maintenant. Maintenant, nous, c'est ici, nous, on veut prendre la décision. Donc, nous, il faut que nous, on décide, aller là ou pas aller là. Évidemment qu'on ira ici, c'est le cas le plus OK pour nous. En maximisant, vous allez voir, en maximisant, on va avoir ceci. Ce qui va permettre à l'IA de prendre la bonne décision. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple simple qui vous montre comment on peut utiliser l'exploration ici, dans ce cas, avec juste l'heuristique, l'information qu'on a perdue, on n'a pas perdu, en explorant un peu là pour prendre la décision. Donc, à la fin, tout ceci là, on ne l'a pas vraiment fait, hein. On a vraiment réfléchi juste et on s'est rendu compte que si on explorait, la meilleure action à faire, c'est celle-ci. Donc, oh, nous, on va jouer ici et dans ce cas, on a gagné. Mais dans le cas général, ça veut dire qu'il va peut-être être le tour de l'autre joueur de jouer et ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi? Dans cette situation d'adversité qu'on est en train d'expliquer, vous allez toujours essayer de maximiser votre chance pour avoir ce que vous recherchez et les autres essayeront toujours, l'autre essaiera toujours de minimiser votre chance de gagner. Et c'est ça qui donne naissance à l'algorithme qu'on appelle l'algorithme de minimax. OK? Et c'est ça qu'on va essayer de détailler ici maintenant. Donc, vous prenez ce cas ici. Imaginez que j'ai déjà fait l'exploration dans mon arbre et que je suis arrivé à ce niveau-là et que je vais décider ici de ce que je dois jouer. Est-ce que je dois jouer à gauche ou est-ce que je dois jouer à droite?
C'est ce que je vais décider. Mais il y a déjà eu une exploration qui m'a ramené ces points-là. OK. Donc, si moi, je dois jouer de là à là, ça veut dire que de là à là, c'est l'autre qui doit jouer. Et de là à là, moi, je dois jouer. Donc, là, le blanc joue. Là, les noirs jouent. Là, le blanc doit jouer. Donc, comme c'est le blanc, lui, donc, comme c'est le blanc qui doit jouer, lui, évidemment, il veut maximiser ses chances. Donc, il va maximiser les chances ici. Il va prendre donc de là à là. Donc, entre -1 et +3, qui est le plus grand? C'est 3, donc il va garder 3. OK? Ensuite, ici, qui est le plus grand? C'est 5. Donc, il va garder 5. Maintenant, ensuite, entre ces deux-là, qui doit jouer? C'est le noir. Le noir, lui, veut toujours nous minimiser. Donc, le noir il va prendre le plus petit entre ces deux-là. On dit, bon, OK, ça fait +3. OK. On fait la même chose de ce côté. Donc, entre -6 et -4, lequel est le plus grand? -4. Ensuite, entre 0 et 9, lequel est le plus petit, le plus grand? 9. OK? Et donc, ensuite, de là à là, ça va être -4 parce que lui va essayer de me minimiser. Donc, ça va faire 4, -4. Ce qui fait que en haut ici, on a +3. Et ça me permet de décider. Je suis ici, hein. Je suis ici et donc je décide de jouer là. En jouant là, donc je maximise mes chances de gagner. Parce que dans la plupart des cas, même peu importe l'action qu'il va jouer, il ne fera que retarder en fait son échec. Alors que ici, il y a une possibilité qu'on se retrouve dans ce cas-là où je suis sûr de perdre. Donc, c'est comme ça marche un minimax. Tout simplement, le joueur en question va maximiser ses chances de gagner et le joueur suivant va minimiser les chances de l'autre de gagner, donc va maximiser ses propres chances à elle et ainsi de suite jusqu'à obtenir. Donc, ce qui est super chic avec Minimax, c'est que le code pour pouvoir y arriver est aussi tout à fait hyper simple. Comme je vous ai montré tout à l'heure dans le truc là-bas, le code est aussi hyper simple. Donc, on a juste une fonction Minimax, OK, qui reçoit la position où on est, la profondeur où on est allé. Donc, pour la profondeur, en fait, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour jouer au jeu d'échecs, il peut avoir un temps qui est fixé. OK? Ça veut dire que on ne peut pas un temps ou bien une profondeur aller comme vous vous rappelez, il y a 10 puissance 120 possibilités. C'est vrai que plus on évolue, ça diminue, mais on ne peut pas explorer tout, sachant qu'éventuellement, il y a peut-être un temps. Donc, c'est pour ça que la profondeur est utile. Et il y a ce booléen-là qui nous permet de changer, de dire qu'on est maximum, bien qu'on est minimum, qu'on est maximum, qu'on est minimum. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc ici, if maximizing player, ça veut dire que si c'est Max qui veut jouer, alors on va maximiser. Vous voyez, il y a le max ici, max. Ça veut dire qu'on va maximiser notre possibilité de gagner. Et si c'est le min, sinon, ça veut dire que c'est le min, on va minimiser notre possibilité à gagner. Et comment on fait? Ah. Et comment on fait? Donc, on va à chaque fois renvoyer en fait les valeurs ci, donc +1, -1, +3 et autres qu'on renvoie à travers eval. Et donc, on va comparer cette valeur-là aux valeurs de eval dont on dispose. Donc, par exemple, si on arrive ici, donc ça veut dire qu'on a chopé -1, OK? Et on évalue ce côté, on trouve par exemple +3. Donc, on est dans le max, on va faire max de -1 et de +3. Et c'est ça qui nous donne la valeur max eval. Et c'est cette valeur-là qu'on retourne. Donc ici, on va retourner +3. OK? Et ensuite, on va revenir ici. On va faire la même chose. +5, +1. OK? Ça passe dans le max. Donc ça nous donne +5 ici. On retourne +5. Mais à ce niveau, comme on vient de faire le max, OK, ici est passé à force. Ça veut dire qu'il va, en revenant, il va revenir ici. Donc il revient ici. Et il va cette fois-ci essayer de minimiser. Donc, le +3 et le +5 qui sont envoyés vont être minimisés. Et lui, il met trou ici, ça veut dire qu'il nous renvoie vers le max. Vous voyez, donc on va faire l'aller-retour entre ces deux parties-là dans cette même fonction, OK, qui s'appelle elle-même, comme vous pouvez le voir ici, minimax, qui s'appelle elle-même. Nous allons faire l'aller-retour entre max, min, max, min, max, min, jusqu'à trouver quelle est l'action à effectuer pour le joueur
qui doit jouer. OK? Alors, imaginez si on faisait faire jouer deux IA ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Le minimax du joueur blanc va toujours essayer de maximiser, lui, la partie max. Donc, lui va toujours commencer ici. OK? Et après, il va faire le min de l'autre. Alors que l'autre, en fait, va toujours commencer ici et va considérer ceci comme lui son max et lui comme son min. Donc, ce qui fait que au final, chaque IA va toujours maximiser sa chance et va minimiser les chances de l'autre. Comme on peut le voir, le code est hyper simple. Vous pouvez l'écrire vraiment les yeux fermés. Et tous les types de minimax ou l'IA à minimax sont dans cette logique-là et dépendent de ça, fonctionne exactement comme ça. Il faut juste faire quelques modifications. Il y a la forme de minimax, évidemment, où on peut écrire le min comme une fonction à part et le max comme une fonction à part. Dans ce cas, le min appelle le max et le max appelle le min, tout simplement. Et ça marche aussi tout à fait. Maintenant, tout à l'heure, on parlait de tic-tac-toe. Le problème avec le tic-tac-toe, par exemple, c'est que, euh, ou des jeux plus compliqués, hein, c'est que, par exemple, ici, on va commencer. Moi, je place ce pion-là. Toi, tu as 8 possibilités. Donc, toi, tu peux placer ton pion. Le rond peut placer son pion là, son pion là, son pion là. Là, 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 là ou là. Ça fait 8 possibilités. Puis après, pour juste cette possibilité, on a encore 8 possibilités. On a 7 possibilités. Après, 6 possibilités, juste pour un seul point là, hein, et ainsi de suite. Donc, il y a certains jeux ou bien problèmes où on ne peut juste pas explorer tout l'arbre parce que l'arbre est très grand. Donc, il faut trouver un moyen d'être efficace. D'être efficace. Surtout, par exemple, si vous avez un créneau qui vous maintient, qui vous dit que vous ne pouvez pas aller plus loin. Par exemple, dans le cas euh, du tic-tac-toe, on peut dire qu'il ne peut pas aller, par exemple, à plus de 3 longueurs de profondeur. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas quitter là et aller plus que là. Donc, il est obligé de s'arrêter ici et d'essayer de prendre des... Est-ce qu'actuellement, il est en train d'avoir l'avantage ou pas? Il faut trouver des moyens efficaces de pouvoir s'arrêter même en chemin et de décider si on peut avoir des solutions ou pas. Donc, comme je le disais, l'espace de recherche étant très grand, il faut trouver d'autres solutions. OK? Donc, il existe plusieurs solutions, hein, qu'on peut appliquer. L'une d'entre elles, par exemple, est de pouvoir pruner, en fait, l'arbre. Pruner veut dire élaguer un certain nombre de branches, ne pas visiter tous les nœuds, essayer d'avancer le plus rapidement possible. On peut vous expliquer comment ce truc marche, qu'on appelle alpha-bêta? Oui, Marianne. Oui, je suggère en fait qu'avant de passer à l'alpha bêta, de prendre quelques questions rapidement, OK, puisque bon, il y a OK, la phase de présentation et de questions-réponses devrait se terminer à 11h15 maximum. OK, il n'y a pas de Donc, si problème. vous avez des... D'accord. Si vous avez déjà des questions sur la première partie qui vient d'être présentée, notamment l'algorithme du minimax, levez vos mains pour qu'on puisse vous donner la parole. Alors, vous me recevez? Vous avez des questions sur la présentation jusque-là? Ok, aucune réaction, donc je suppose qu'il n'y a pas de questions. Des questions? Pour ceux-là qui ne sont pas dans une situation qui leur permettrait de s'exprimer directement, je vous rappelle que vous pouvez laisser quand même les questions dans le chat pour que je les lise à l'orateur et qu'il puisse répondre. Merci bien. Donc, je vais vous laisser continuer. OK, d'accord. OK, bon. Tac. Alpha, bêta. Ouais. Donc, on va maintenant discuter de l'alpha bêta. Donc là, je vous remets l'exemple de tout à l'heure. Donc, on minimise ici, on maximise ici
là, puis on minimise ici, puis on maximise là, ainsi de suite. Maintenant, ça aurait été intéressant d'être capable de ne pas visiter tout l'arbre, OK? Comme ça, on va réduire considérablement l'espace de recherche qu'on aimerait explorer, OK? Comment on va faire ça? Alors, donc ici, premièrement, on commence notre affaire, on a fait -1, +3, on a eu +3, OK? Maintenant ici, on a fait ici, on a vu qu'on a un +5, OK? On sait que la prochaine personne qui arrive doit minimiser ce qui se passe ici. Donc, si on a +3 ici et qu'on a 5 ici, même si on ne connaît pas ce qui se passe dans ce que j'ai mis en gris ici, on sait que cette personne-là, en fait, que la valeur qui se trouve ici est supérieure à 5, et donc, puisque lui veut maximiser, et donc, ça ne sert à rien d'aller essayer d'explorer cette partie du nœud-là. OK? Et donc, en fait, l'information qu'on donne au nœud suivant, c'est que il a intérêt à aller directement ici au lieu d'essayer de venir de ce côté parce que comme il minimise et qu'on a déjà une valeur supérieure ici, c'est probablement vers le côté gauche qu'il arrangerait. Donc, ce qui fait que on ne visite plus vraiment cette partie du nœud. Et on continue. Donc, on a le +3 ici, évidemment. Plus rien n'a changé. Et on arrive maintenant sur ce côté-là. OK? Où on pose la même situation, où on a -6, -4. Donc, ça nous amène à -4 parce que lui doit maximiser. OK? Et puis, on fait la même chose ici, 0, 9, +9. Ça devait nous amener à +9. OK? Mais on a -4 ici. On sait que le prochain doit maximiser. Ici, il y a +3. OK? Et là, déjà, on voit que on est en train d'aller à -4. Donc, c'est inférieur à -4. Donc, l'information qu'on est en train de donner à celui-là, c'est que bah, si ici, c'est -4, on est en train d'avoir -4, alors que toi, de l'autre côté, tu as +3, ça ne te sert presque à rien de visiter, d'explorer cette partie de nœud-là qui ne t'arrange pas du tout. Donc, on va essayer d'anticiper. En fait, donc l'idée du alpha-bêta, c'est d'anticiper en ne mettant pas juste des valeurs, c'est d'anticiper la possibilité que dans les branches en bas, il n'y ait plus la possibilité d'obtenir de meilleures possibilités que les autres branches nous offrent. Donc, dans ce cas, on ne va pas visiter toute cette partie-là. Ce qui va faire qu'à la fin, on va couper un peu le système, on va couper un peu tout ce qui est à droite là, on ne va pas le visiter. OK. Maintenant, on a ce cas. Est-ce que, comme vous ne voulez pas poser de questions, est-ce que des gens peuvent déjà me dire qu'est-ce qu'on obtiendra ici, ici? Je ne vois pas le chat, mais si quelqu'un qui voit le chat peut regarder si éventuellement des gens écrivent. Je vois le chat, je pourrais vérifier pour vous. OK. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ici, là, déjà? Donc c'est le même arbre, hein. Le blanc veut décider ce qu'il veut faire. On a les noirs ici, on a les blancs ici, on a les noirs ici encore. Et on a ces valeurs-là. OK. Donc, ici, on a 8 et 5. Quelle est la décision qui doit aller là? Ici. Les réponses, si vous avez un peu Oui, compris. il y a Oui. Fulbert qui dit 5. 5. Oui, 5, tout simplement parce que c'est le noir. Donc, le noir veut minimiser les scores. Donc, oui, c'est bien 5. OK. Maintenant, ici, alors, ici, 6, entre 6 -4, en sachant qu'on est en train de faire du alpha-bêta, qu'est-ce qui devrait aller là? N'oubliez pas, le blanc, il veut maximiser sa chose. Qu'est-ce qui veut aller? Qu'est-ce qui peut aller là? Quelqu'un a répondu -4. -4. Harris. Oui, donc c'est bien -4 qui ira là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, dans la sous-branche de 5, on a 6 qui peut être plus grand que 5. Donc, on ne pourrait pas juste mettre ici, par exemple, supérieur ou inférieur à cause de 6 qui est là. Donc, ça va être bien -4. OK?
Maintenant, entre 5 et moins 4, celui qui est ici, quel est son rôle? Son rôle, c'est le blanc, donc il veut essayer de maximiser les scores. Donc, on va mettre combien ici? 5, 5. Il y en a 5. plusieurs qui ont répondu cette fois-ci. OK. Donc, on Donc, voit on que va ça mettre suit 5. vraiment. Donc, ça va être vraiment 5. OK. Maintenant, évidemment, avant de répondre ici, il faut redescendre là. Donc, voilà. On a 3 et 8. Qu'est-ce qu'on va faire? 3 et 8. Entre 3 et 8. 3. 3. Pourquoi 3? Pourquoi 3? Parce que justement, le joueur à ce niveau veut minimiser le gain. Voilà. Donc, il veut minimiser. Donc, ça va être 3, tranquillement. Et puis ici, ça va être moins 6. Et maintenant, là, ça va être combien? Maintenant, Pas là, ça va être toujours. combien? Je 3 crois que toujours. 3, vas-y. 3. Ça va être 3 toujours. Maintenant, et le noir ici? Et le noir? Ça va être 3. Parce qu'il veut essayer de minimiser ce score-là. OK? Donc, maintenant, on arrive à l'autre côté. Jusque-là, on n'a pas pu pruner, mais ce n'est pas grave. On arrive à l'autre côté. OK? On a 3 ici. Et on commence à visiter ce nœud. On trouve 1. On voit que 1, par rapport à la dernière valeur 3 qu'on a trouvé ici, 1 est petit. Or, lui veut maximiser. Le blanc veut maximiser. Donc, on donne l'information ici, au lieu de juste mettre 1, on donne l'information, connaître ce qui est à droite ici. On donne l'information que ce qui est là va être inférieur à 1. OK? Parce que lui veut minimiser. Donc, ça veut dire quoi? Si ce qui est ici est plus petit, dans tous les cas, c'est inférieur à 1. Si c'est plus grand, on s'en fout, c'est le minimum qui nous intéresse. Donc, on peut déjà dire que c'est inférieur ou égal à 1 ici. OK? Donc, si c'est inférieur ou égal à 1, ce côté, on a 5 qui fait que c'est supérieur à 3. Donc, il faut explorer. Donc, on explore le deuxième côté et on voit que le minimum, c'est bien 2. OK? Donc, on met 2 là. Et donc, entre 2 et inférieur à 1, évidemment, c'est 2 qui l'emporte. On met 2 là. Maintenant, 2 ici, par rapport au blanc qui veut minimiser, qui veut maximiser, sachant qu'on a déjà eu 3, c'est que sans explorer la partie de droite, en ayant 2 ici, on sait que comme lui veut minimiser, soit on trouve quelque chose qui est plus grand dans toute cette partie de l'arbre là, soit on trouve quelque chose qui est plus grand que 2, et dans tous les cas, on s'en fout. Soit on trouve quelque chose qui est plus petit que 2, et dans tous les cas, on s'en fout encore parce que c'est le minimum qui nous intéresse. Ce qui fait qu'ici, on mettra directement inférieur ou égal à 2. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que toute cette partie, on n'a pas besoin d'explorer, on s'en fout de ce qui se passe là. Nous, on sait que donc, il faut forcément aller de ce côté-là. Vous voyez? Et c'est comme ça marche alpha, bêta. Donc, à cause du alpha, bêta ici, on n'a pas besoin de visiter, regardez, tout ceci. Donc, dans un vrai problème, cela peut faire la grosse différence entre utiliser un algo de minimax et un algo de alpha, bêta pour faire du pruning. Donc, ça, c'est juste un exemple de solution qu'on peut apporter. C'est essayer de trouver un moyen très efficace de pruner, en fait, votre app. Donc, d'élaguer tout ce qui serait de trop, qui ne serait pas utile de visiter. Donc, utiliser des moyens intelligents pour quand même ne pas devoir explorer tout l'arbre que l'on a devant soi. OK? Donc, si vous avez compris ça, il n'y a que quelques changements en termes de code au niveau du alpha, bêta par rapport au minimax, qui est d'ailleurs, si on veut, une forme de minimax aussi, jusque, ben voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est alpha, bêta pruning et non euh, alpha, bêta algorithme en vrai. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans le code de tout à l'heure, on va rajouter alpha, bêta comme étant des paramètres. Et en fonction de là où on va vérifier. Par exemple, si on est chez les maximiseurs, on va vérifier si bêta est inférieur ou égal à alpha, le alpha qu'on est en train de traîner depuis. OK?
au maximum qu'on a déjà eu. Si c'est le cas, on peut déjà quitter. Ça ne sert plus à rien de continuer. Ah. Ça ne sert plus à rien de continuer. Si c'est pareil, si on est plutôt au niveau du min, on va faire la même chose, on va vérifier si le bêta est toujours inférieur à alpha, on ne va plus continuer. Mais comme on peut le voir, au niveau du max, c'est le alpha qui est mis à jour et au niveau du min, c'est le bêta qui est mis à jour, comme on peut le voir. Donc, c'est le code est très simple. Ce qui se rajoute par rapport à ce qu'on avait avant, c'est juste cette partie-là. Le if bêta alpha égale break, on met à jour alpha ici, on met à jour bêta et cette partie de code qui s'ajoute tout simplement. Et puis, vous avez votre résultat. Vous pouvez rapidement comparer un par rapport à l'autre. Hop. Vous pouvez rapidement comparer par rapport à ceci. Vous allez voir, c'est cette ligne-là où on met mass_val, on met 1000 val, qui est en fait tout simplement remplacée par l'utilisation de alpha, qui après en fait permet de faire le alpha et le bêta. Donc, après cette ligne, on fait alpha et puis on fait le bêta de l'autre côté. Et c'est tout. Donc, le code aussi à ce niveau est très simple. Alors, il existe évidemment d'autres solutions pour faire, disons, apporter une certaine amélioration au fait que l'arbre est très grand et qu'on ne peut pas tout visiter. Donc, l'un de ces algorithmes les plus utilisés qui est assez puissant aujourd'hui en pratique, qui marche dans beaucoup de cas, c'est ce qu'on appelle les MCTS, donc Monte Carlo Research, qui est aussi une forme d'exploration d'arbres, comme tout ce qu'on a vu jusque-là. Jusque, lui va utiliser un principe qu'on va appeler de simulation intelligente de l'arbre pour essayer de trouver la solution plus rapidement. Donc, le Monte Carlo Research a quatre grandes étapes. Donc, il y a la sélection. Donc, là, on commence au niveau du deux racines et on sélectionne les possibilités d'action qu'on peut effectuer. Et on voit si à partir de cette possibilité, on peut descendre jusqu'au niveau des feuilles, donc d'une solution, par exemple, de si on gagne ou de si on perd. Si on ne peut pas, si on peut, donc on va faire l'expansion, donc on va étendre l'arbre jusqu'à ce niveau-là. Et on va simuler donc les actions. Donc si on positionne des points dans cette logique-là, quel serait en fait le résultat final de cette exploration? Maintenant, cette exploration, au cours de cette expansion de la simulation, se fait de façon aléatoire. Donc, au lieu de devoir tout visiter, on essaie de visiter aléatoirement certains nœuds, OK? Et au fur et à mesure qu'on descend dans l'exploration, on récupère des informations. Et après, dans la dernière étape, on fait une retropropagation en fait, de cette information jusqu'au niveau du nœud racine qui nous intéresse pour prendre la décision. OK? Donc, il existe beaucoup d'autres algos, hein. Si vous voulez en apprendre davantage sur le MCTS, vous pouvez regarder. Il y a pas mal d'implémentations qui existent. Ici, je n'ai pas voulu en parler parce que c'est un peu plus compliqué justement que les autres. Mais déjà, il y a beaucoup de problèmes que vous pouvez résoudre avec les bases dont on vient de parler, que ce soit le minimax ou le alpha bêta. Donc, vous allez vous rendre compte, hein, peu importe les problèmes, vous pouvez toujours implémenter une approche classique et après, maintenant, commencer à réfléchir à comment vous faites pour pouvoir améliorer disons, l'exploration, comment vous faites pour pouvoir couper un certain nombre de branches que vous ne voulez pas explorer, ainsi de suite. Alors, donc ça me fait plus ou moins à la partie basique euh, que j'aimerais qu'on aborde. Maintenant, en fait, on va quand même un peu parler de tout ce qui est problème éthique, les implications éthiques. Alors donc, là, à ce niveau, je vous mets juste un exemple euh, de l'implication qu'on a en utilisant, par exemple, les IA de façon générale. Quel est l'impact de ces IA-là par rapport à
disons, à la planète. Donc, l'implication d'émissions de carbone, en fait, qui est problématique. Et en fait, ici, je vous montre le côté des IA en apprentissage, juste pour vous montrer, bon, voilà, ce qui fait qu'on a de l'intérêt à s'intéresser à d'autres choses aussi que uniquement du machine learning, qui pour le moment, à cause des supercalculateurs, pompe énormément de ressources. Et donc, ces ressources-là, justement, rejettent dans la nature beaucoup de, comment on dit, beaucoup de CO2 qui est problématique justement pour notre atmosphère. Et donc, juste en termes de comparaison, aujourd'hui, quand vous prenez ces IA-là, les plus puissants aujourd'hui, euh, ils sont vraiment, regardez ce qu'ils leur rejettent dans la nature à comparer. Avant, c'était les avions dont on se plaignait le plus et des voitures. Mais regardez maintenant, on a fait presque 1 fois 10 sur les émissions. Donc, pouvoir s'intéresser justement à d'autres algorithmes a de l'intérêt, mais il ne faut pas oublier que ces algos aussi, quand vous n'avez pas des approches d'élagage, de pruning assez puissants ou bien des heuristiques suffisamment intéressantes, évidemment que vous allez encore vous retrouver dans des cas où vous allez devoir utiliser de gros supercalculateurs pour pouvoir faire euh, les calculs. Il faut aussi savoir qu'il y a toujours des biais. Donc, tout ce que nous avons comme biais humain se retrouve aussi dans les algorithmes qu'on implémente. Donc, c'est quelque chose dont il faut être conscient. L'autre chose dont il faut être conscient, c'est toutes les controverses liées à la vie privée des gens et tout ça qui sont nées depuis l'arrivée des IA, peu importe la forme qu'elles soient, qu'elles utilisent des approches de recherche adversariale derrière ou pas. Il y a quand même pas mal de controverses qui naissent de plus en plus, donc il faut faire très attention. OK? Donc, vous voyez par exemple ici, en 2021, on a eu 26 fois plus de controverses que ce qu'on avait en 2012. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, cela est beaucoup lié à la mauvaise utilisation des IA qu'on a autour de nous. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir comme message ici? Donc, ce qu'il faut retenir comme message essentiellement, c'est que les IA telles qu'on les voit, OK, ne sont pas rationnels par défaut, ne sont rationnels par défaut, donc ils ont besoin, la plupart du temps, d'explorer un espace. Il y a plusieurs manières d'explorer cet espace-là. Maintenant, quand il y a une situation de compétition, donc on est face donc, à des IA qui compétissent les unes avec les autres. Donc, ça donne naissance à tout ce qu'on a comme recherche en situation d'adversité, un espace à explorer. Et cet espace à explorer peut être très, très grand. Et donc, il faut trouver un moyen de l'explorer de façon efficace. Mais on peut commencer déjà à faire un minimax simple, un algorithme simple de minimax, comme vous pouvez le voir. Et à partir de là, commencer à réfléchir à comment faire maintenant pour améliorer. Par exemple, vous pouvez faire du pruning, vous pouvez aussi implémenter une approche plus évoluée comme comme les MCTS ou encore d'autres même qui vont avoir des heuristiques ou des méta-heuristiques qui vont aller apprendre même juste la manière dont le problème marche et venir réutiliser ça dans le, la recherche. Juste pour dire ici que il ne s'agit pas non plus de dire de jeter l'eau du bébé avec le bébé, c'est juste dire, bon, l'IA, on peut faire de la recherche adversariale comme on a vu ici durant tout le long du truc, mais bon, voilà, on peut aussi combiner par exemple avec de l'apprentissage, même si cet apprentissage-là justement ne sera plus forcément intensif, ça va être peut-être pour mieux cerner un certain nombre de paramètres du système. Alors, tout ce que j'ai dit un peu vient de ce livre que je considère comme étant la Bible aujourd'hui de l'IA, en tout cas pour tout ce qui est théorie de jeu,
et les recherches et la manière de pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est vraiment ce livre-là. Vous pouvez, je pense, facilement l'avoir en ligne, en PDF, ou essayer de l'acheter. Donc, c'est Artificial Intelligence and Modern Approach. Il y a plusieurs éditions. Et juste pour finir, il faut dire que pendant des années, au Bénin, en tout cas, nous, en tant que MyFi, là, je parle en tant que MyFi, là, où je suis justement cofondateur, on a pas mal fait la promotion de l'IA et cette promotion est passée aussi par l'organisation d'un concours de programmation, d'un concours d'IA justement, où les gars recevaient un problème qui était souvent un problème en situation d'adversité. C'est pour ça que j'en parle. Et ils devaient implémenter des solutions justement en utilisant Minimax ou Alpha Beta ou d'autres pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et on a eu pas mal de différents types de gagnants, même des gens qui ne sont même pas du tout du domaine de l'informatique de base. On a eu des médecins, par exemple, qui ont gagné aussi à cela. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la recherche en situation d'adversité. Et maintenant, le flow est à vous. Ok. Merci, docteur, pour votre brillante présentation. Je pense que nous allons prendre encore 5 minutes pour recenser quelques questions auxquelles vous pourriez répondre. Donc, dans le chat, je vois une première question qui dit, ces algorithmes de recherche en situation d'adversité sont utilisés uniquement pour les jeux? Non, pas du tout. Vous pouvez répondre, d'accord. Pas du Oui. tout. Et, En fait, j'ai pas voulu trop aller dans les détails techniques parce que ça peut devenir très complexe très rapidement. Mais un domaine, par exemple, que j'explore actuellement, qui utilise beaucoup aussi les recherches en situation d'adversité, c'est en cybersécurité où, en fait, on a des IA qui essaient de maintenir la sécurité du système, mais on utilise d'autres IA, en fait, dans lequel on implémente des formes d'attaques connues, des trucs comme ça, pour aller contre le système et donc maîtriser la robustesse du système face à ces attaques-là. Un autre domaine, c'est par exemple en software engineering, où on peut utiliser des IA en situation d'adversité, leur faire faire des mouvements, des choses totalement inattendues pour tester justement la robustesse du logiciel. Donc, il y a pas mal d'autres domaines. On parle souvent avec la théorie des jeux parce que c'est le plus facile d'expliquer la question d'opposition entre deux situations. Sinon, il y a aussi tous les systèmes ok, multi-agents hein, qui font de la compétition en vue d'obtenir le meilleur résultat. merci. Une autre question, comment peut-on déterminer les valeurs au niveau des nœuds finaux d'un arbre de jeu? Je pense que la question est un tout petit peu vague. Oui, mais en Je fait, vais, je vais, je oui, je comprends ce qu'il veut dire. En fait, ok, ça dépend du jeu. C'est là toute l'expertise, justement, ce qui va faire la différence entre une personne A et une personne B qui développe, par exemple, en utilisant ces approches-là. C'est justement sur cette capacité à implémenter la bonne fonction qui permet de déterminer valablement la valeur qu'il faut, ou bien l'heuristique qu'il faut pour cette valeur-là. Donc, le plus simple, c'est ça, je vous ai montré, c'est que on prend le fait que j'ai gagné comme étant plus un, le fait que j'ai perdu comme étant un, le fait que j'ai gagné comme étant plus un, le fait que j'ai perdu comme étant moins un, et le fait qu'on a fait un match nul comme étant zéro. Mais il y a un gros mais. Le mais, c'est que dans les cas où vous ne pouvez pas explorer l'arbre jusqu'à la fin, bah, ça devient un peu compliqué de 10 plus un moins un. Donc, il faut trouver un moyen, même si l'arbre s'arrête à un moment donné où on n'a pas encore, on peut pas encore décider de si on va gagner ou perdre, pouvoir quand même trouver une valeur qui matche. Par exemple, au échecs, quelque chose qu'on regarde, par exemple, c'est pas très intéressant, hein, mais ça marche déjà. C'est le nombre de pions que j'ai déjà gagné et le nombre de pions restant sur la plateforme. Sachant que aux échecs, chaque pion a une valeur. Par exemple, la tour a une valeur de 4, les fous a une valeur de 3,
les chevaliers ont une valeur de 4 et ainsi de suite. Donc, on fait une somme et on a une idée de ce qu'on avait à gagner, de ce qui reste à gagner. D'accord, merci. Une dernière question. Pouvez-vous expliquer un peu le Monte Carlo Simulation? Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, le Monte Carlo Simulation fonctionne exactement un peu comme le Minimax et autres. Jusque ici, l'idée, c'est, puisque l'arbre est très grand et qu'on ne peut pas tout explorer, on va faire des simulations de façon aléatoire. Donc, dans tous les cas, il faut d'abord avoir cette fonction dont je parle là, qui permet d'évaluer les états au moment où on s'arrête. Donc, on va essayer d'explorer aléatoirement à travers l'arbre. On va faire des tests. On dit, et si je mettais ça là, et si je mettais ça là de façon aléatoire. Et en fonction de cette évolution, on va collecter des informations sous forme justement de valeurs à attribuer au board. On va maintenant remonter tout au long de l'arbre par rétropropagation jusqu'à le niveau où on est maintenant. Donc, on a étendu l'arbre jusqu'à un niveau, on ne peut plus aller plus loin parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on fait une simulation du reste pour dire combien de points il me faudrait si je dois arriver au bout à ce niveau-là. Ce qui va permettre, même si on se retrouve par exemple ici, on suppose que ce n'est pas la fin de l'arbre, que la fin de l'arbre est très loin. Mais voilà, on ne peut pas aller plus loin qu'ici parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on va explorer aléatoirement le reste, essayer de visiter ce qu'on peut. Et on va remonter l'information maintenant pour fixer que ici, ça va être 8 et que là, ça va être 5. Donc, si on trouve la bonne heuristique, c'est ça tout le challenge, c'est trouver justement la bonne fonction qui permet de faire cette simulation-là de parties qu'on ne connaît pas et d'anticiper à quoi ça doit nous conduire justement pour obtenir 8 5 là et ensuite remonter, quoi. Ok, je vois Voilà. qu'il y a d'autres questions dans le chat, mais qu'on ne sera pas en mesure de prendre. Je vous OK. remercie pour vos réponses. J'espère que vous êtes ouvert à ce que les participants puissent vous écrire pour Oui, les parfaitement. points Ils dont... peuvent. Ouais, ouais, ils peuvent. Et je pense que D'accord. je dois avoir mon contact quelque part, ou en tout cas, vous pouvez leur donner. Ils peuvent récupérer les slides aussi et avoir mon contact quelque part. Donc, en tout cas, les gens peuvent me contacter. Ils m'excuseront D'accord. évidemment si je ne réponds pas de façon, disons, tac au tac comme les jeunes aiment maintenant. Mais bon, voilà, ça ne change pas le fait que c'est toujours possible. D'accord. Merci pour votre volonté de vouloir répondre à nos différentes préoccupations. Comme je l'avais dit, je vais présenter quelques activités. Pas présenter, je vais juste briefer les activités qui sont en cours maintenant au niveau de la FREA. Il s'agit du Quarterly AI Students. Donc actuellement, il y a, euh, comment dire, les candidatures, la phase de candidature qui est déjà clôturée. On a un jury qui est déjà en place. Donc, si vous voulez découvrir, par exemple, les prochains gagnants, restez connectés à nos différents canaux. Il y aura bien sûr d'autres éditions. Donc, si vous êtes intéressé, suivez-nous sur nos différents canaux afin que vous ne ratiez rien. Et il y aura également la valorisation des mémoires en IA et il y a aussi la minute de l'IA qui passe souvent sur nos canaux où nous parlons en fait des actualités dans le domaine de l'IA dans le monde. Donc pour conclure, je pense que l'orateur a déjà conclu, il a déjà briefé tout ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui. Donc je vais juste skipper cette partie-là et je vais déposer en fait un lien pour vous au niveau du chat, parce que pour toujours mieux vous servir, nous voudrions avoir vos retours sur l'événement d'aujourd'hui. Et nous vous prions en fait de remplir ce formulaire-là dans les 2 jours qui vont suivre pour que vous soyez en mesure de récupérer votre attestation de participation à ce webinaire. Je colle le lien dans le chat. Ok, je pense que c'est bon. Et comme je le disais tout à l'heure, ceux qui vont remplir le formulaire plus de 2 jours après ne pourront pas avoir l'attestation. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire-là. On tend déjà vers la fin, on est à 3 minutes de la fin. Et maintenant, je vais vous prier d'allumer
vos caméras pour qu'on puisse prendre la photo de famille. Donc, affichez votre plus beau sourire. Ok. Un instant, il faudrait qu'on autorise les gens à allumer leur caméra. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Ah oui, c'est bon? Ok, voilà. Le sourire. Voilà. Ok. Ok. Ok, super. Je pense que c'est déjà bon. Une fois encore, merci, hein. Merci de vous être connectés aussi nombreux. Et c'est en vous voyant participer comme ça que nous sommes encouragés à multiplier ce genre d'opportunités à votre endroit. Je remercie tous les organisateurs. Je remercie également l'orateur pour sa brillante présentation ainsi que ses réponses plutôt claires et limpides. Donc, merci et au revoir à tous. Au revoir. Bah.